Voilà. Donc, d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier Paul et Claude Palaponaris pour m'avoir invité à présenter ici. Et je suis sûrement dans l'Assemblée celui qui connaît le moins bien Jean-Pierre Poitou, puisque je l'ai connu en, je crois, 1998, 1999, donc voilà, assez tardivement. Et ensuite, la distance. Moi, j'ai habité pendant 4 ans en Chine. Après l'avoir connu, j'ai habité 4 ans en Chine et puis au Liban. Et je me suis beaucoup baladé dans le Moyen-Orient et dans les pays sud de la Méditerranée pour mes travaux. Et avant, j'ai passé 10 ans en Amérique latine. Donc, la distance a fait en sorte que j'ai beaucoup interagi avec lui à des moments précis, mais pas disons, avec la même intimité que vous avez présentée et qui est tout à fait fascinante. Et je vous remercie, c'était fascinant. Donc, juste un mot, je rencontre sur moi par rapport à Jean-Pierre Poitou et pourquoi c'est moi qui présente ce truc. Je devais le faire avec Dominique Vinck, je vais vous en parler tout de suite après. J'ai connu Jean-Pierre Poitou en revenant d'Amérique latine où on a travaillé pendant 15 ans en fait sur un projet qui était d'étudier les apprentissages technologiques dans les entreprises. Donc c'est tout à fait le genre de sujet qui passionnait Jean-Pierre. Et on avait élaboré une petite théorie, notamment à la suite d'un article que j'ai pondu avec Daniel Villavicencio, qui avait fait sa thèse sur l'installation des entreprises Danone, des usines Danone au Mexique. Et moi, j'avais travaillé sur l'industrie chimique au Venezuela et ensuite au Mexique, en coordonnant deux équipes de recherche sur les modes d'acquisition des technologies par les entreprises. Et donc, la petite théorie, elle disait qu'en gros, l'apprentissage technologique d'une entreprise est en fait lié aux ateliers dans l'entreprise, non pas à l'entreprise globalement, qu'elle est cumulative dans le temps, c'est quelque chose qui était très important dans la démarche de Jean-Pierre, qu'elle est surtout, alors on employait le terme espagnol, idiosyncratique, c'est-à-dire chaque entreprise, chaque groupe même au sein des entreprises apprend et utilise de manière différente, même si c'est le même produit, la même technologie, le même marché. En fait, la diversité des formes d'apprentissage est tout à fait étonnante et c'est quelque chose qui est totalement occulté par les travaux d'économie parce que justement, on cherche des entités qui soient explicatives. Et là, il y a quelque chose sur lequel on avait beaucoup discuté. Mon explication de l'importance de ça, c'était lié à ce que moi j'appelle la connaissance tacite et qui, pour Jean-Pierre, était plutôt la connaissance liée aux outils. Qui était l'interprétation de Jean-Pierre. On a eu des discussions homériques avec un bon verre de vin autour de ça, c'était assez rigolo. Et la troisième chose, c'est que les connaissances technologiques des entreprises sont collectives et sont liées à un collectif particulier. Et non pas à n'importe... Ça ne se transmet pas parce qu'on réunit 5 personnes dans le même endroit, c'est parce que c'est ces 5 mêmes personnes qu'on réunit dans l'endroit et cette connaissance collective n'existe pas à partir du moment où ils ne sont plus ensemble. Et donc, ils ont beau être super calés chacun de leur côté, c'est le type de connaissances qu'ils vont élaborer en commun et mettre en commun en pratique qui fait l'apprentissage technologique des entreprises. Voilà, c'était un peu ça notre petite théorie. Et donc Jean-Pierre trouvait ça tout à fait intéressant et on commence à discuter. La personne qui nous a mis en contact, en fait, c'est un sociologue du travail parce que c'est une époque aussi où je crois Jean-Pierre avait rencontré beaucoup de sociologues du travail à la fin des années 90 et qui allait bien au-delà de ses contacts avec la psychologie. Je crois que c'est un moment justement où il se cherche sur d'autres terrains. Et c'est aussi le moment où il décide que le Rouzic va occuper la moitié de son temps et la moitié de son temps va être la science. Et je pense que là-dessus, il m'avait dit, d'ailleurs, je suis un peintre professionnel, hein, je ne suis pas un peintre du dimanche. C'est clair. Oui, il avait sa carte et tout. Le Rouzic existe à part entière. Il ne faut pas mélanger tout ça. Voilà. Donc je pense que tous ces éléments faisaient qu'il était très intéressé. Et donc, Jean Ruffier, qui est toujours sociologue maintenant à la retraite, avait créé l'INIDET dont a parlé Delphine là tout à l'heure. Et on avait fait plusieurs terrains ensemble. Et il connaissait par l'intermédiaire de plein d'autres gens à Toulouse,
à Lyon, tout ce groupe avec Gilbert de Tersac à Toulouse, avec les gens du labo de Lyon, le GLISI de Lyon. Il avait connu plein de sociologues. Et donc, il était venu un jour à une réunion à Lyon. C'est une réunion à laquelle j'ai dit à peu près ce que je viens de dire là tout à l'heure, c'est-à-dire l'apprentissage technologique des entreprises, etc. Et donc, on a commencé à discuter à ce moment-là. Et le dada de Jean Ruffier, c'était un truc qui s'appelle l'efficience technique. Qu'est-ce que c'est que l'efficience technique? En gros, l'efficience technique pour Jean Ruffier, c'est un peu la même chose que ce que je raconte avec l'apprentissage et ce que développe en fait Jean-Pierre quand il parle de la psychologie ou la psychosociologie du travail dans la pratique. Et le mot important là, c'est dans la pratique. Et ce qui nous relie finalement, c'est qu'on était des sociologues de terrain, faisant des observations sur le terrain, et voilà. Donc, je crois que toutes ces choses font qu'on n'était pas du tout cognitiviste, on s'en foutait complètement comment les gens y pensent. Pour nous, ça n'a aucune espèce d'importance. Je crois que Jean-Pierre aussi disait que c'était important pour débattre, mais pas du tout pour étudier comment se font les choses, comment se fabriquent les choses et comment elles viennent à être ce qu'elles sont. Et je pense que l'article qu'on a publié dans la revue d'anthropologie des connaissances en 2007, dans le numéro 1 de la revue, sur les connaissances, sur comment passer de la gestion des connaissances à une anthropologie des connaissances, reflète en fait cette évolution où il se posait des questions sur comment, disons, il y a des tâches de coordination, on disait autrefois, fonctionnent et comment pour saisir ça, il faudrait avoir une vision globale de la manière dont fonctionne l'articulation entre la pratique et la façon d'amener les ressources nécessaires pour cette pratique. J'emploie ce vocabulaire un peu particulier parce qu'en fait, ça peut être des gens, ça peut être des objets, ça peut être des microbes, ça peut être et ça rejoint en fait des réflexions de la sociologie des sciences de cette époque. Et en fait, la découverte de Jean-Pierre à ce moment-là, c'est la découverte de la socio des sciences, notamment en France, développée par l'équipe de Bruno Latour et Michel Calon, et qu'il a beaucoup estimé parce que justement, ils étaient intéressés à la fois par les institutions scientifiques et par la pratique scientifique. Et les objets, en dehors de ces travaux sur l'histoire de la courbe de Bézier, de la CFAO et des bureaux d'études, en fait, Jean-Pierre s'était assez peu intéressé à cet aspect de l'histoire des sciences, on va dire. Il fallait le faire parce que c'était là. Mais c'était pas vraiment son intérêt. Son intérêt, c'était vraiment la pratique de la mise en place effective des objets dans la pratique. Donc je pense qu'il a été intéressé par ces réflexions de gens qui, eux, au contraire, faisaient métier d'étudier les sciences. Et je dois dire que, donc en revenant de Chine, on avait demandé à Jean-Pierre d'exposer dans mon équipe à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, ses réflexions. Et le papier qui a été publié en 2007 est en fait une forme aboutie après l'élaboration, cette présentation. Et moi, ce qui me fascine dans ce papier, c'est la variété des références dont vous avez beaucoup parlé. Et il y en a encore d'autres que je connaissais pas du tout et que j'ai appris. Il faut dire que moi, je travaillais aussi à l'étranger. Comme Alain Jeantet, par exemple, qui est mort récemment, en 2021. Il est mort le dernier jour de l'année 2021, qui a été un bonhomme essentiel dans la sociologie du travail, en créant notamment le CRISTO, le Centre de recherche sur l'innovation, la sociologie du travail et des organisations à Grenoble, et qui est quelqu'un pour qui Jean-Pierre avait une grande vénération. Et je crois qu'il le connaissait en plus personnellement assez bien. Et j'ai découvert en fait ça plus tard, en fait, que tout le groupe qui s'est transformé en unité de recherche à Grenoble, qui avait été tiré par Alain Jeantet, Jeantet a assez peu publié en fait. C'est un fabricant d'institutions, mais il a très très peu publié. La référence à Dagognier, alors il se trouve que moi j'ai travaillé sur les origines de l'agriculture et il y a un texte assez génial de Dagognier sur l'agronomie, pourquoi on ne dit pas agrologie mais on dit agronomie, et j'ai beaucoup utilisé Dagognier, qui parle il y a un texte aussi sur la main, dans la philosophie de la main de Dagognier, qui m'a aussi beaucoup étonné. Il y a la référence en fait à Lucien Febvre. Alors là, moi je suis tombé sur le cul parce que ce texte-là, sur l'anthropologie des connaissances, en fait son vrai support, disons, référentiel, c'est Lucien Febvre.
c'est le bouquin sur la croyance au XVIe siècle. Et pour moi, c'était complète. Enfin, voilà, c'était vraiment. Pour moi, c'était innovant, voilà, de refaire ce rapprochement de travaux sur la pratique en se basant sur comment on établit une croyance et comment se fabrique la croyance. Et l'idée géniale de Lucien Febvre, c'est de dire qu'en fait, il y a un outillage mental, terme qu'il aime beaucoup, et cet outillage mental, en fait, sert à produire des connaissances et pas seulement à les diffuser. Et pas seulement à les diffuser, c'est notamment, parce que dans le bouquin de Febvre, il y a beaucoup de trucs sur la mise en place des de l'impression et la diffusion des manuscrits reproduits mécaniquement et qui sont toujours étudiés par les historiens à cette époque-là, en tout cas, comme des moyens de diffusion de la connaissance et notamment de la chrétienté et tout ça, ce qui est en fait ce que dément assez bien Lucien Febvre, en disant « ça ne suffit pas du tout ». C'est pas parce qu'il y a une machine qui produit en 10 000 exemplaires le truc que ça devient plus acceptable de parler de la religion, mais qu'il faut avoir cet outillage mental qui permet d'accéder en fait à cette connaissance. Et c'est ce lien en fait entre le social et le technique, entre le local et le global, on dirait aujourd'hui, je pense, qui était fascinant. De même que les références à la psychologie de Pierre Janet, que je connais, moi je ne connaissais pas, sur ce que c'est qu'un outil intellectuel, tout ça, c'était essentiel. De cette présentation qu'il nous a fait en 2004 à l'IRD, qui avait eu lieu aussi après nos discussions dont je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a dedans des références, par exemple, aux travaux de Jeff Boker, qui, à mon avis, est une sorte de génie dans la sociologie des sciences, ou bien ou de la femme malheureusement décédée de Jeff, qui est Suzanne Lee Starr, qui a développé l'idée d'objet frontière, justement en observant comment les gens définissent un objet par des usages et des conceptions très contradictoires. Donc un musée ou un réseau informatique ou une machine à produire, faire de la CFAO par exemple, est comprise différemment par des groupes professionnels différents, mais tous contribuent à fabriquer l'objet en question et donc du coup sont à la fois, alors qu'ils ont des visions très différentes de la chose, à fabriquer un machin commun qu'ils utilisent de manière commune. Ça rejoint un peu mon idée de la connaissance idiosyncratique collective et cumulative qu'on n'arrive pas à reproduire ailleurs. Et je pense que ces débats lui ont permis un peu d'enlever des scories. Alors parce que la première version de ce texte, qu'on a publié dans la revue en 2017, après sa mort, est en fait un texte qui était vraiment une première version, qui avait été rédigé en 2000 et qui avait été présenté à Buenos Aires, à un grand colloque des sociologues latino-américains de Buenos Aires, à laquelle je viens de poser la question à Delphine tout à l'heure, et elle y était, pas moi. Et ce texte-là fait référence à deux choses qui ont ensuite disparu. L'agriculture, c'était les travaux de Jean-Pierre Darret, qui l'ont beaucoup intéressé, parce que c'est la première fois qu'on voit dans des travaux de langue française la notion de réseau de diffusion des innovations. Or, les Américains avaient déjà depuis 20 ans développé ces travaux, et c'est la première fois qu'on voit vraiment un sociologue de terrain qui travaille dans le milieu agricole utiliser ce concept. Et il ne savait pas trop quoi en faire. Le réseau, ça ne plaisait pas du tout. Le réseau, machin, non, réseau, c'est un truc un peu dégueulasse. Et quand on est communiste, je comprends assez bien. Mon papa ayant été communiste et moi-même à un moment. Donc, réseau, c'est mafieux, réseau. J'ai lu ce truc. Donc, et je crois que c'est complètement instinctif. C'est un refus quasi instinctif du concept de réseau. Mais en fait, ça l'avait beaucoup intéressé parce que justement, l'idée que, alors qui est beaucoup développée par la sociologie des sciences, en fait, et française en particulier, que le réseau est en fait la science en train de se faire, la connaissance en train de se faire. Elle s'incarne dans la façon dont se connectent les personnes. Donc, au-delà justement du groupe qu'on étudie quand on est un sociologue du travail ou un psychologue ergonome du travail, c'est au-delà du groupe, comment on va au-delà, et l'extension du réseau n'est pas du tout une chose facile
à analyser et d'ailleurs donne lieu à des travaux de mathématiques assez fascinants. Et l'autre chose qu'il y a comme référence, c'est sa fameuse méthode, là, ça s'appelait comment, 3M 3D, voilà, 3D, qu'il n'a pas vraiment développé jamais, mais il y avait dedans, c'était un cours, il aurait fait ça 10 ans après, ça serait un MOOC aujourd'hui, la méthode 3D. C'est une façon d'enseigner ces différentes idées d'une manière qui utilise le terrain. L'autre chose fascinante qui nous a rapprochés beaucoup, pas seulement moi, c'est le travail de terrain. Et je pense que Je crois que c'est c'est 3A. 3A, Oui, oui. oui. 3D, 3A, 3A. J'ai été emportée par la troisième dimension. Ouais, c'est 3A. Voilà, c'est 3A. Soyons justes. Et effectivement, et ça disparaît en fait dans la version aboutie, on va dire, de ce texte, dont tu vas parler tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Sa réflexion, donc, était d'une extrême originalité, et on se trouve en 2004, au colloque de l'association, la ISLF, c'est l'Association internationale des sociologues de langue française, à Tours, cette année-là. Et là, il y a Jean Ruffier qui a son petit groupe de travail. Alors, on y va tous là pour soutenir Jean. Ouais, il faisait tout à l'époque, il avait aussi des emmerdes institutionnelles, donc voilà. Et on le soutenait aussi. Enfin, il y avait un truc de lutter contre l'autorité. Et le groupe s'appelait Sociologie de l'efficience technique. Alors, déjà, c'est avec nous. C'est quoi ce machin? On était 6 ou 7, j'exagère un petit peu, mais en gros, c'était le réseau de, c'est le cas de le dire, de Jean Ruffier qui s'appelait donc INIDET, Institut international de développement des technologies. Et Jean-Pierre s'était joint à ce groupe, et c'est parce que c'était assez intéressant. Alors, il y avait des Argentins, des Chinois, des Italiens, toutes sortes de nationalités, et on débattait justement de comment faire des travaux de terrain à l'international. Et l'idée, c'était surtout de toujours garder le caractère comparatif. Donc ça, c'est en 2004. Et dans cette rencontre, il y a aussi Dominique Vin qui, dans la salle d'à côté, il a 250 personnes, lui, par contre. Et alors que moi, on devait être 20. Et en fait, il fait partie de la coordination, je crois, du groupe de travail de sociologie des sciences au sein de l'association. Et Dominique est quelqu'un de très organisé. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu venir. Et il nous aurait montré, il nous aurait expliqué aussi comment lui, personnellement, il avait connu Jean-Pierre. Et en revenant de Chine, moi j'avais déjà discuté avec Jean-Pierre en Chine, puisqu'on s'était vu quand même pendant pratiquement 24 heures sur 24, pendant 2 semaines, ou une semaine et demie. Et j'avais dit, ouais, moi j'aimerais bien qu'on crée quand même une revue de langue française, de socio des sciences, qui soit aussi un peu plus large, pas que de la sociologie des sciences, parce qu'on n'en est pas suffisamment nombreux en France, quoi, en tout cas, et même dans le monde francophone. J'avais vu comme ça, ouais, et puis voilà, ça serait intéressant, ça nous permettrait de faire venir nos collègues d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine avec qui on bosse, voilà, ça. Idée qui, lui, il était déjà à la recherche de quelqu'un. D'ailleurs, il m'avait dit, ça serait bien que la revue, ce qui était publié déjà par les éditions RS, ouais, c'est ça. Donc, et les derniers numéros de la... Oui, d'ailleurs, je les ai retrouvés là. Les derniers numéros de Technologie, idéologie, pratique, qui donc sont sous-titrés Revue d'anthropologie des connaissances, comme vous l'avez mentionné, c'est le travail et la pensée dans l'Antiquité classique, le geste technique, l'apprentissage. Alors, c'est un numéro justement de Daniel Villavicencio, avec qui je bossais, la mémoire de la technique, la mémoire et la technique, les qualifications, et puis les experts dans l'agriculture, c'est qui doit être le dernier numéro, qui est avec Jean-Pierre Darré en éditeur du numéro. Et donc, il me dit, voilà, où c'était le premier de cette série, je ne me souviens plus. Et donc, il y a ce capital, puis il y a ce titre génial, et qui correspond exactement à ce qu'on veut faire. Alors lui, il nous dit, oui, en plus, bon, ben, il y a un vrai projet scientifique qui consiste, comme il disait, un champ plus large qu'on peut appeler l'anthropologie des connaissances. Cette dernière, à travers l'étude des outils et méthodes employés à la gestion des biens et moyens intellectuels mis en œuvre dans la production, cherche à comprendre
les fonctionnements mentaux humains. En d'autres termes, elle élabore une théorie de la pensée comme gestion des connaissances grâce à l'étude de la production comme activité cognitive. Eh ben, on n'était pas du tout d'accord avec cette définition. La chose la plus intéressante, c'est qu'en fait, oui, il y a ça, mais il y avait aussi l'aspect qui intéressait beaucoup plus les sociologues des sciences, de la science en train de se faire. Comment est-ce qu'on observe, non pas la science racontée dans les bouquins et a posteriori, mais celle qui est vraiment en train de se faire? Comment se font les connexions entre les microbes et les scientifiques et comment ils deviennent alliés contre d'autres scientifiques quand ils cherchent à défendre leur position? Et nous, on était intéressés par ces rencontres, disons, scientifiques et le contexte social et d'avoir des gens qui travaillent là-dessus. Dominique Vin, qui était professeur déjà à Grenoble, dans le fameux Christo, qui a été créé par Jean Tet. Et Dominique avait des étudiants, donc, parce qu'il était professeur, lui, pas comme nous qui faisions de la recherche de terrain. Beaucoup d'étudiants qui, en 2004 et un peu après, avaient présenté dans la réunion de Grenoble de ce fameux groupe de sociologie du travail, 2 ans plus tard, donc ça doit être 2006, ouais, c'est ça. En 2006, à Grenoble, présentent les travaux qui vont donner lieu à leur thèse ou qui sont issus de leur thèse, qui sera le numéro 1 de la revue d'anthropologie des connaissances, en gros. Donc là, on se rencontre en 2004. Alors, il y a Dominique, il y a ma pauvre, il y a Jean-Pierre et il y a Jean Ruffier. Non, une revue, tout ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Et Jean-Pierre nous parle aussi de... Il y a Michel Grossetti, qui est aussi un sociologue de terrain avec qui on a beaucoup bossé. Et plus tard, quelques mois après, on se met d'accord pour essayer de fonder la revue ensemble. Et Jean-Pierre dit, j'ai en plus un pactole de 5 000 €. Et avec ça, on va pouvoir financer les premiers numéros de la revue. Parce que c'était ce qu'avait rapporté la revue. Il y avait une association, je crois, qui existait, qui gérait, disons, le fonds de technologie et idéologie pratique. Et il dit, si vous créez une société qui soit propriétaire du titre Revue d'anthropologie des connaissances, je vous fais cadeau des 5 000 €. Voilà. Banco. Donc on s'est retrouvés chez moi avec les statuts, on a fait les statuts, tout ça. Je suis trésorier de l'association, je connais les détails. Et donc l'association n'a qu'une seule fonction, produire la revue d'anthropologie des connaissances. Et se réunit difficilement une fois par an, parce que c'est très compliqué de réunir les gens, mais par contre fait fonctionner la revue. Et le comité de rédaction de la revue, au début, c'était le conseil d'administration de cette association, composé donc de Jean-Pierre Poitou, qui a démissionné tout de suite, puisqu'en fait, dès que la revue a fonctionné, il a participé à la première réunion du comité de rédaction, puis ensuite il a dit non, tout ça, c'est plus pour moi, je suis à la retraite, j'ai d'autres intérêts, et de toute façon, vous allez vous en sortir beaucoup mieux. On a créé donc les statuts, on a déposé les statuts, on a fait appel à quelques collègues, on a vu apparaître des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc, on a constitué le premier comité de rédaction en fin 2006, avec déjà un bon paquet d'articles qui étaient prêts à être publiés, quasiment prêts à être publiés parce qu'ils avaient été présentés, avec des auteurs tous de moins de 30 ans, qui remplissaient trois conditions. D'abord, d'être irréprochables scientifiquement. Et alors ça, c'était important pour nous, et ça nous différenciait quand même d'une revue militante. On voulait être une vraie revue académique au sens propre, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants puissent utiliser leurs articles pour leur qualification, pour leur concours, pour leur recrutement. C'était ça quand même l'objectif. Donc il fallait que la revue soit absolument nickel sur les méthodes. Donc c'est double évaluation. En fait, un article aujourd'hui, quand il sort dans la revue, est lu par 5 personnes, 2 auteurs anonymes, minimalement 2 reviewers anonymes, 2 reviewers internes, membres du comité de rédaction, et la version bis, on n'a jamais, je crois, accepté un papier en première version, jamais, en 15 ans. Donc, je pense qu'en fait, on emmerde tellement les pauvres gens que, voilà, c'est relu, etc. Parce qu'entre autres, nous, on avait une grande peur. Il faut se souvenir que fin des années 90, il y avait une attaque mortelle
scientistes, je les appelle comme ça, qui sont en fait des gens plutôt de gauche, plutôt physiciens, contre ce qu'ils appelaient les relativistes. Et on s'est retrouvé dans des guerres quand même, ça s'est appelé en anglais les Science Wars, les guerres de sciences. Et nous, issus du champ sciences, technologies, société, on était en plein dedans dans la tourmente. Bruno Latour venait de perdre son poste à l'Université de Columbia. On nous accusait de dévaloriser le travail des scientifiques en montrant à quel point ils manipulent les sciences et tout ça. Et quand on essayait d'expliquer des trucs aussi simples que la science, c'est avant tout une pratique, et cette pratique, elle est liée aux objets qu'on manipule. Et donc, pour les écologistes, par exemple, ça peut être des oiseaux, le sol, les vers de terre, je ne sais quoi. Et en fait, la pratique qu'on a vis-à-vis de ça, et aussi avec les autres humains qui travaillent avec vous, font partie intégrante de la conception de la science et de comment on la fait évoluer. Dire ça à l'époque, c'était sacrilège. Il a fallu attendre 20 ans avant que ça soit accepté. Et aujourd'hui, c'est accepté, mais il faut savoir que c'était accepté. Et je pense que la revue d'anthropologie des connaissances a fortement contribué à diffuser ça dans le monde francophone, qui était particulièrement fermé par rapport à tous ces débats. Et l'accusation de relative... Moi, j'ai eu des gros emmerdes avec des ambassades, par exemple. On me dit, ah, mais vous êtes un relativiste, ou on ne va pas vous donner un rond pour vos travaux. C'est quoi ces histoires? Donc, voilà. Il faut se replacer dans ce débat d'il y a 20 ans. Donc, la revue a été créée en 2007, son premier numéro en 2007. Donc, il fallait qu'elle soit absolument irréprochable scientifiquement. Il fallait qu'elle soit gratuite, parce qu'il y avait un débat sur l'accès à la connaissance, etc. Pour nous, c'était un acte militant. Voilà. C'était ça, notre acte militant, en fait. Il fallait qu'elle soit aussi en français et pas en 36 langues. Et là, en ce moment, on se pose la question, on commence à publier des papiers en allemand parce qu'on a des Suisses germanophones, donc qui écrivent aussi dans la revue. Et en fait, ils écrivent pas en français. Voilà. Et les Suisses nous ont apporté un généreux appui à un certain moment, on a été en difficulté. Et en plus, l'association suisse de STS, en fait, considère la revue comme sa revue, quoi. Enfin, c'est la revue dans laquelle ils veulent publier, quoi. Donc, voilà. Mais on est super bien. Et Dominique Vin, qui est belge, travaille à Lausanne et donc directeur du laboratoire de sociologie des sciences à l'Université de Lausanne. Donc, on avait cette idée, donc, de faire une revue qui soit en français. Et ça a été un peu ce qui nous a aussi permis de survivre, parce qu'en fait, il y en a des très très bonnes, des revues de sociologie des sciences. De ne pas être sur la sociologie des sciences, justement, mais d'être sur un champ beaucoup plus large. Et c'est ça qui plaisait bien à Jean-Pierre, d'être sur un champ beaucoup plus large, où on parlait de sujets divers et variés. Donc, ça peut être... les dauphins. Dans le dernier numéro, il y a des trucs sur les dauphins, sur comment on mesure la valeur économique d'une vague, sur... il y a beaucoup de choses sur l'agroécologie. Il y a énormément de gens qui bossent sur les questions agricoles, biodiversité, environnement, du point de vue de la connexion sciences et société. Il y a un numéro spécial sur les sols, qui est absolument extraordinaire. Il y a, voilà. Donc, on a une variété de thématiques qui dépasse très, 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 très loin, disons, les aspects d'études des ateliers dans le travail productif, industriel plutôt, et, qui était d'où viennent toutes ces réflexions. Et je pense que la revue, en fait, doit beaucoup à Jean-Pierre sur ce côté un peu combatif. Alors, j'ai oublié de dire, comme il y a beaucoup de gens ici qui connaissent bien la psychosociologie, qu'on a beaucoup essayé... dans sa lutte anticognitiviste de Jean-Pierre, de travailler avec des psychologues sociaux qui font du terrain. On a eu Christian, j'ai oublié son nom là, qui m'échappe. On a eu Christian Brassac aussi, qui a été membre fondateur même de la revue. On a deux, trois membres comme ça dans le truc. Le site de la société donne tous les détails sur la composition du comité de rédaction et tout ça.
Donc là, ça s'appelle SOCANCO, c'est-à-dire Société d'anthropologie des connaissances, qui est donc la propriétaire du titre de la revue d'anthropologie des connaissances. Et on a essayé de faire venir les psychologues. On avait un problème, c'est qu'en fait, les psychologues, contrairement aux autres sciences sociales, n'ont jamais considéré la revue comme étant légitime pour les obligations académiques, disons, d'avoir des postes, d'être connus, d'être comptabilisés, etc. Jamais. Et je pense que même le fait de montrer qu'il y avait vraiment des vrais psychologues de professionnels, quoi, professeurs à l'université de Nancy ou à Paris ou même à France Télécom, enfin voilà, tous ces gens, jamais ça n'a été possible de la faire accepter. Alors je crois qu'en ce moment, il y a un travail qui est fait de nouveau, notamment parce que les grandes bases de données qui indexent ces revues jouent un rôle important là-dedans. Enfin, moi, j'ai réussi à faire entrer la revue dans le Web of Science. On l'a fait rentrer très très vite dans IBSS, qui pratiquement n'existe plus, mais ça a été très important à un certain moment. Enfin, voilà. Et en psycho, on n'a jamais réussi à rentrer dans PsycIndex, jamais. Donc, il y a une vraie difficulté sur les disciplines et ce qu'elle reconnaît comme étant légitime et ce qui n'est pas légitime, disons, du point de vue professionnel. Mais par contre, dans tous les autres domaines, on n'a jamais eu de problème et on a une tripotée aussi de gens qui venaient des sciences naturelles, des agronomes, des ingénieurs, il y a énormément de numéros et énormément d'articles publiés sur le virtuel, sur l'informatique, voilà, sur les modes collaboratifs de recherche et ces différents travaux comme ça, il y en a aussi, je sais pas, des derniers que j'ai piloté, parce qu'ensuite, un membre de la revue pilote un papier pour essayer de le faire aboutir à travers le sujet. Donc, et si tu vas sur SOCANCO, tu auras tout là, ouais, sur le site. Ouais, et ça. Alors maintenant, la revue se trouve sur le portail. Pendant 12 ans, elle a été sur le portail Kern. Donc les anciens numéros sont encore sur le portail Kern. Et maintenant, ils sont sur le portail Open Edition, qui est donc là, si tu cliques sur Société d'anthropologie des connaissances, là, voilà, là, tu vas aller sur le site de la société. Voilà. Donc, il y a composition du comité de rédaction. Voilà. Et vous voyez la variété des membres, donc Ashwin Perbay en sociologue et Céline Grandjou qui travaille à Grenoble sur l'environnement, Soraya Boudia qui est une historienne des sciences qui travaille sur les systèmes de la pollution et tout ça, David Ponty qui justement nous a rejoint dès le premier numéro, qui est un sociologue qui travaille sur les formes d'écriture de la sociologie comparée à la physique pendant longtemps, Antoine Doré qui est un sociologue de l'INRA, Caroline Dachary qui est à Toulouse, je crois qu'elle va en sortir. Et donc on a des gens, Marc Barbier qui est le président actuel de la société, Tiziana Beltram, une ethnologue qui a travaillé sur les musées, etc. Donc vous voyez, alors dans les psychologues justement, Béatrice Cahour qui a été à l'ENST à France Télécom, là, et c'est à peu près tout je crois en psy. Un autre psychologue, c'est Julien Guy. Ah ouais, il y a Julien Guy Bourdinge qui travaille à l'université de Genève et qui est un vrai psychologue de psychologie sociale, voilà. Donc, comme vous voyez, la composition est très vaste et en fait, c'est des gens très jeunes, donc je vais probablement en sortir dans pas longtemps. Dominique est une bête de travail, Dominique Vin, qui est une bête de travail qui organise les comités de rédaction comme personne ne sait le faire. Et il est d'accord pour continuer à faire le travail d'édition de base, hein, parce qu'il y a beaucoup d'huile de coude et on a beaucoup donné pour cette revue en travaillant sans compter nos heures et sans dormir dans certaines nuits. Donc voilà. Voilà, c'est 4 numéros par an, il y a une quinzaine d'articles par numéro, c'est une grosse revue. C'est une grosse revue. Alors, quand elle était sur Kern, on avait des chiffres comparables avec, je sais pas, on était plus cité que la revue française de sociologie ou que Sociologie du travail, qui est le top du top en France dans les revues scientifiques. Maintenant qu'on est passé Open Edition, les DOI ont changé, c'est un chaos, parce qu'on n'a pas de version papier. On a essayé les 7 premiers volumes, pardon, donc les 7 premières années,
de faire une version imprimée, papier, pour les bibliothèques notamment, pour des gens qui auraient voulu avoir les numéros. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout, et en fait, tout le monde maintenant achète les articles à l'article, hein, donc quand c'est à l'achat. Et sur le site Open Edition, on est totalement ouvert sur la version HTML comme ça. L'article, on peut accéder. Le PDF est payant. Donc, et ça nous permet de financer un petit peu. Ça coûte quand même assez cher. Donc, ce truc. Voilà, vous connaissez à peu près la pratique de la chose et un peu son origine. Je voudrais ajouter que, un petit mot sur l'évolution de la revue et ce que j'en vois, disons, qui est très, comment on dit, Poitevin, non? Quand on est dans la suite des idées de Jean-Pierre Poitou, c'est que une chose qu'on a gardée dans la revue, qui à mon avis était un des garants de la qualité de la revue, parce que c'est une revue de très haute qualité, c'est qu'on n'est pas toujours les mêmes à publier entre un groupe de même auteurs, disons, qui se connaissent. C'est-à-dire que ça a été très très rapidement des auteurs venant d'horizons très très variés, énormément. On a plus de téléchargements venant d'Amérique latine et d'Afrique que de France, ce qui est quand même assez remarquable. Et on a gardé, par contre, le comité de rédaction fait des réunions, il en fait 10 par an, très régulièrement, et je pense que ça aussi, ça a continué. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même constitué un collectif qui a une pratique collective, et on s'est appliqué les propres principes de Jean-Pierre, finalement. Donc, de se réunir toujours, de ne jamais perdre cette occasion, parce que finalement, le débat idéologique, disons, se fait article par article, mais des fois, il est très définitif. Il y a eu des moments où on a décidé, non, ça, philosophie, non, et ça va être très compliqué pour un philosophe de publier. Parce qu'il y a, va falloir, on en a un, Xavier Guchet, qui est dans un laboratoire qui est absolument extraordinaire, qui est un laboratoire qui amène des techniciens de l'informatique avec des philosophes et des économistes, qui se trouve à l'université de Compiègne. Mais Xavier, c'est un bonhomme rarissime. Je veux dire, des philosophes qui travaillent avec des techniciens, des ingénieurs de l'informatique, il y en a pas beaucoup. Donc, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de propositions d'épistémologie. Alors, le mot qu'on déteste, c'est épistémologie. Et en fait, parce que, et ça c'est une vieille lutte que Bruno Latour avait quand il a commencé ses travaux au début des années 80, en fait, notre grand ennemi, ça a été quand même longtemps l'épistémologie, parce que ce qu'on montrait, c'est que la science, c'est pas de l'épistémologie, c'est de la pratique. C'est de la pratique avec des vrais objets, avec des vraies ressources, avec des vraies équipes de recherche, avec des vrais participants, et que ça, c'est pas dans l'épistémologie et les règles de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc... Bravo. Merci beaucoup pour l'intérêt et